Bonjour, c'est Jean-Christophe de Nikon Passion. Je vous présente aujourd'hui le Nikon D850, le nouveau réflexe ultra haute définition à 45 millions de pixels de la gamme Nikon plein format. Alors, le D850, il vient remplacer la lignée D800, D800E, D810, les modèles à 36 millions de pixels précédents, et il arrive avec un certain nombre de nouveautés dans sa fiche technique qui sont loin d'être inintéressantes. J'ai envie de dire, c'est le meilleur réflexe que Nikon ait proposé ou propose aujourd'hui pour moi dans cette gamme plein format. Vous allez comprendre pourquoi je vous le dis comme ça. Alors, le D850, quand on le regarde, eh bien, il a sensiblement la présentation d'un D810, donc vous devez être en terrain de connaissance si vous avez un D800, D810 ou les boîtiers de cette gamme-là. On les reconnaît souvent d'ailleurs à l'œilleton rond ici. Les différences néanmoins que l'on va trouver sur ce boîtier-là, outre son capteur dont on va parler juste après, ce sont quelques différences ergonomiques. Alors tout d'abord, un écran inclinable et tactile. Vous voyez que cet écran, on peut vraiment le positionner dans tous les sens, alors pas sur charnière, mais vraiment inclinable. Ça contribue à la solidité de l'ensemble. Et franchement, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais ici on a vraiment un ensemble mécanique qui paraît costaud. Et d'ailleurs, je n'ai pas de retour particulier sur les écrans inclinables qui existent déjà sur les modèles Nikon, ça tient. Cet écran, il est tactile. Alors tactile, ça veut dire que vous allez pouvoir circuler dans les menus directement avec le doigt, comme vous le feriez sur votre smartphone. Vous allez pouvoir passer d'une photo à l'autre également à la façon smartphone, toujours du bout du doigt. Et puis, pourquoi pas, zoomer dans l'image pour aller voir, pour là, vous évitez tout bêtement d'appuyer sur la touche de zoom ici. Vous faites un double tap pour revenir au grandissement normal de l'image. Donc ça, ce sont c'est la différence principale. L'écran, il est beaucoup plus haute définition que ce qu'on va trouver sur les écrans précédents. Et très honnêtement, la qualité d'image que l'on a sur cet écran-là, elle est assez impressionnante. Je dirais même qu'avec 45 millions de pixels, on a envie d'aller voir tout de suite dans l'image ce qu'il y a. Et attention à ne pas vous laisser piéger par la définition de l'écran ici. Je vous engage vraiment à regarder vos photos sur un écran d'ordinateur et calibré qui plus est, puisque c'est presque trop bien défini sur cet écran-là, c'est assez flatteur, et on peut penser que les images sont très belles, alors que j'ai vu des fois des petits défauts sur une image sur un grand écran que je ne voyais pas sur celui-ci. Mais bon, ça c'est pas propre au 850, c'est vrai sur tous les réflexes, on ne trie pas vraiment sur l'écran arrière, mais celui-ci est tellement bon, j'ai envie de dire que voilà, ça se voit encore plus. Donc ça, c'est pour la partie écran. Vous remarquerez également sur la face arrière l'arrivée du joystick AF que l'on connaît sur le D500 par exemple, qui permet, lorsqu'on veut déplacer le collimateur AF, de ne plus utiliser le pad arrière traditionnel que l'on a sur tous les réflexes Nikon, mais d'utiliser ce petit joystick. Alors, la différence, fondamentalement, ça fait la même chose, mais en termes d'ergonomie, vous voyez que quand j'ai le boîtier en main, c'est très facile en prise de vue de bouger le joystick avec le pouce, ici, alors que si je veux aller chercher le pad, eh bien, je dois décoller la paume de la main de la poignée du boîtier, et c'est beaucoup moins agréable. Alors ça peut paraître futile ici, mais honnêtement, sur une prise de vue de plusieurs heures, quand vous êtes toujours à faire comme ça, eh bien, c'est pas aussi sympa. Donc le joystick, c'est vraiment un apport intéressant. Ce joystick qui permet de naviguer au bas, droite, gauche, et qui permet également d'utiliser une fonction en appuyant sur le bouton, c'est-à-dire que vous pouvez paramétrer là aussi une nouvelle fonction. Alors, puisque je parle des fonctions, sachez que vous avez une touche FN1, donc touche de fonction sur la face avant du boîtier qui est ici. On a une autre touche en haut qui est traditionnellement le contrôle de profondeur de champ, que vous pouvez réaffecter à autre chose, mais c'est vrai qu'on va souvent l'utiliser pour ça. Donc la touche FN1, elle est complétée d'une deuxième touche FN2, ici, qui fait son apparition sur la face arrière du boîtier. Donc là, on a les 1, 2, 3, 4, 5 touches traditionnelles des réflexes Nikon Expert, et puis donc cette touche FN2 qui arrive ici et qui va permettre de contrôler des fonctions supplémentaires. Alors sachez qu'il y a quand même une différence entre FN1 et FN2. Sur FN1, vous pouvez paramétrer pas mal de fonctions comme vous en avez l'habitude sur les réflexes Nikon. Sur FN2, alors je vais appuyer dessus, on va très bien le voir. On peut, le choix est limité en fait. Alors honnêtement c'est dommage, je ne comprends pas pourquoi Nikon a fait ça, je pensais qu'on aurait la même chose que sur FN1, mais sur FN2 on peut choisir d'afficher le menu personnalisé,
ou bien la dernière fonction de ce menu que l'on a activé. C'est déjà mieux que rien, mais bon, il y a peut-être un petit quelque chose à revoir au niveau du firmware si les gens de Nikon m'écoutent. Ensuite, donc sur le reste, rien que de très traditionnel, hein, le trèfle ici habituel avec donc la touche WB pour White Balance, la balance des blancs, qualité pour qualité d'image, c'est la définition, le format des fichiers. Ici, la mesure, le type de mesure matricielle centrale spot, et puis les différents modes de prise de vue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc un écran qui est rétro-éclairé ici, de même que les boutons qui sont rétro-éclairés. Donc ça, c'est pas le cas sur tous les boîtiers. Donc ça, c'est bien pratique quand vous êtes en prise de vue un peu nocturne, par exemple, en intérieur, où vous allez voir les boutons, un peu comme sur le D5 d'ailleurs, hein, les boutons qui seraient trop rétro-éclairés, voilà, qui s'éclairent un petit peu. On a une touche AF on ici. Alors là, petite différence par rapport au 800-810 qui avait la touche AEL, AFL et puis AF-on à côté. Donc ici, on a une touche unique que l'on peut paramétrer comme on le souhaite, tout bêtement, dans les menus. Alors sur les menus, bon, je ne vais pas repasser tous les menus en détail, c'est quelque chose d'assez classique chez Nikon. Alors, vous voyez que je peux du bout du doigt ici contrôler mes menus. Il y a probablement un petit peu de tri à faire dans les menus, il y a vraiment beaucoup de choses dans ces réflexes maintenant. Mais là, vous ne serez pas perdu si vous avez déjà l'habitude des menus Nikon. La touche Live View classique pour le Live View photo et le Live View vidéo. Donc là aussi, rien d'exceptionnel, hein, on est sur la même chose. On va retrouver également en face avant le contrôle de mise au point, donc ce qui concerne l'autofocus, position autofocus, position manuelle. Et puis, vous pouvez contrôler les différents modes autofocus en appuyant sur cette touche. Je vais sortir de ça, en appuyant sur la touche et en tournant les molettes, choix du type de contrôle derrière, donc AFS, AFC, et les différentes zones de détection sur la molette avant, par exemple. Alors ici j'ai un D9, D25, D72, nombre de collimateurs 153, 3D, groupé, auto, et ainsi de suite. Alors, pour parler de l'autofocus, c'est le nouveau module autofocus qui est apparu sur les D5 et D500, donc le 153 collimateur de Nikon. Honnêtement, j'ai fait plusieurs jours de photos avec le boîtier, même chose que sur le D5 ou sur le D500, donc il n'y a rien à dire sur l'autofocus. C'est un processeur Expeed 5 qui est à l'intérieur, donc qui permet vraiment au boîtier d'être hyper réactif. Il est très rapide, hein. Alors ça paraît bête de dire ça, mais il n'y a pas de temps de latence, l'autofocus accroche dans tous les cas, même j'ai fait les photos en conditions assez difficiles en intérieur sur un petit spectacle où on voyait vraiment rien, et l'autofocus non seulement il accroche mais il suit. Donc là je ne vais pas vous faire l'éloge de l'autofocus Nikon là-dessus. Je suis un tout petit peu plus sur la réserve lorsqu'il s'agit de parler de la couverture de cet autofocus. Je trouve dommage que Nikon n'ait pas profité de ce nouveau module pour étendre la couverture autofocus à, alors sinon l'entièreté du champ en plein format, mais au moins un petit peu plus. C'est vrai que c'est assez frustrant de se dire qu'on a autant de collimateurs sur une zone aussi restreinte au centre de l'écran. Si vous êtes en cadrage DX, c'est le cas sur le D500 par exemple, ou sur celui-ci en cadrage DX, eh bien forcément les collimateurs vont occuper plus de place dans le champ, donc ils arrivent au bord de l'écran et là ça devient assez sympathique. Par contre, en FX, on a toujours cette limitation. Alors si vous cadrez et que vous êtes en suivi AF, par exemple en AFC, et que vous cadrez, ça m'est arrivé l'autre soir de devoir cadrer un musicien qui était sur le bord de la photo, et bien le suivi AF, il ne se fait pas sur le bord parce que tout bêtement, il n'y a pas de collimateur derrière, donc ça c'est un petit peu gênant. Et il y aura peut-être une évolution à prévoir de ce côté-là chez Nikon. Là aussi, messieurs, dames de chez Nikon, si vous m'écoutez, je suis preneur. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le boîtier? Alors, disparition du flash intégré sur le 850 par rapport au 810. Il y a du pour et du contre. Alors, certains disent, ah, mais c'est dommage de ne plus avoir de flash intégré parce que ça permettait de déboucher un peu les ombres et autres. Très honnêtement, sur ce type de boîtier pro, il y a tellement peu de monde qui utilise le flash intégré que je ne regrette pas que Nikon l'ait retiré, puisque à la place, on a un bon gros viseur optique qui est là aussi fabuleux. Alors c'est difficile de passer ça en vidéo parce qu'il faudrait que je colle la caméra dedans, mais franchement c'est fenêtre ouverte sur votre sujet. Vous avez, quand vous êtes là, vous avez une clarté de la visée, une taille, un grossissement du viseur qui est inégalé chez Nikon aujourd'hui. Et franchement, c'est juste du tout bon. Sachez que la lentille arrière du viseur est traitée à la fluorine également
pour limiter la condensation. Ça m'est arrivé donc pendant le test où j'ai fait des photos sous la pluie, et puis j'ai des lunettes, donc souvent ça condense. Et bien là, on a un effet de condensation qui est très limité. Je sais que j'ai pas eu la même chose sur le D750, sur lequel c'est un peu plus le cas. Ici, c'est vraiment tout bon, quelles que soient les conditions. Donc rien que pour ce viseur, eh bien, le 850 vaut le coup, et ça vaut vraiment le coup de se passer du flash. D'autant plus qu'on a quand même, bien évidemment, la prise standard pour les flashs distants, donc vous n'allez rien perdre de ce côté-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, batterie en dessous, de façon classique, hein, c'est la EN-EL15 qu'on retrouve sur d'autres boîtiers. Je vais vous parler du grip également. Alors, le grip, ça fait toujours débat sur ces boîtiers, puisque sur la gamme des 3, des 4, des 5, on a un boîtier monobloc, c'est-à-dire que le grip fait partie du boîtier, ça ne se retire pas. Donc c'est gros, c'est lourd, mais voilà, on peut cadrer avec les contrôles rapportés ici, et puis surtout on a l'autonomie de la batterie D5. Sur les 800, 810, 850, le grip est optionnel, donc on va venir le fixer sous le boîtier. Et ce grip, il a deux avantages. Il va ramener des contrôles pour pouvoir cadrer de cette façon-là, c'est-à-dire que je vais retrouver ici l'équivalent de mes touches supérieures, donc ça en termes d'ergonomie c'est plutôt sympa. Et puis, bien sûr, il va me ramener un logement pour un accumulateur, une batterie complémentaire. Gain en autonomie évident. Alors sachez que le 850, c'est le boîtier qui assure la plus forte autonomie de toute la gamme Nikon, puisqu'on est, alors je n'ai plus les chiffres sous les yeux, mais on a 1900 photos par défaut sur une batterie donc chargée EN-EL15 standard. On monte à plus de 5000 vues avec le grip et la batterie EN-EL18. Donc, information importante, le grip qui est vendu dans les 400 et quelques euros se monte en dessous, vous glissez à l'intérieur, première possibilité, une autre batterie EN-EL15, ce qui fait la même que ce qu'on a là. Donc ça vous permet d'augmenter l'autonomie, mais ça ne va pas changer la capacité du mode rafale. Donc le mode rafale ici qui est à 7 images secondes peut passer à 9 images secondes si on met le grip avec la batterie EN-EL18. Vous suivez? EN-EL15 par défaut dans le D850, EN-EL18, 18B précisément, pour avoir le mode rafale à 9 images secondes. Le souci qu'il faut quand même savoir, c'est que cette batterie-là, c'est celle du D5, la 18B, et elle n'est pas incluse dans le prix du grip. Donc sachez que si vous voulez le grip avec la capacité maximale, donc les performances maximales en mode rafale, il vous faut aussi investir dans le EN-EL18, et cette batterie-là, n'ayant pas le même chargeur, dans le chargeur, je l'ai là, je l'attrape, hein, voilà, ça c'est le chargeur classique qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, MH25A, donc c'est le même chargeur sur la plupart des réflex experts maintenant chez Nikon. Donc ce chargeur-là ne peut pas charger la batterie EN-EL18 du Nikon D5, donc il faut acheter la batterie et le chargeur. Alors au final, Nikon annonce 400 et quelques euros pour le grip, 430 ou 50 je crois. Quand vous avez mis la batterie du D5 et son chargeur, si vous ne l'avez pas déjà, si vous l'avez déjà c'est facile, si vous ne l'avez pas déjà, sachez que vous êtes plutôt aux alentours de 1000 euros pour l'option grip que de 450, donc ça fait quand même une petite différence. À vous de voir si vous avez besoin des 2 images secondes supplémentaires ou pas. Sinon vous prenez juste le grip, vous mettez la batterie dedans et puis c'est réglé. Donc ça c'était pour le grip. Les cartes, donc 2 logements de cartes sur le côté. On va retrouver ici un logement XQD qui s'impose pour les capacités, enfin pour les performances en fait, hein, du boîtier. Donc Nikon recommande l'usage de la carte XQD qui est plus performante que les meilleures cartes SD aujourd'hui. Et puis à côté, voilà, il est là, hein, juste le deuxième slot pour les cartes SD en UHS 2, alors qu'on avait de l'UHS 1 uniquement sur les boîtiers précédents. Donc globalement des cartes qui sont quand même assez performantes aussi, mais XQD c'est encore mieux. Ça va un petit peu cher par contre, donc si vous voulez une bonne carte XQD, comptez... je ne vais pas vous donner des prix très précis parce que ça change tous les jours, mais enfin, comptez plus de 100 euros ou 150 euros pour une bonne carte. Alors, d'autant plus que ça, c'est un effet de bord des 45 millions de pixels, mais avec 32 Go, vous n'allez pas aller très très loin forcément, puisque un fichier RAW de 45 millions de pixels pèse à peu près 90 mégaoctets. Alors, je précise bien parce qu'il y a eu un petit peu de confusion à l'annonce du boîtier et certains ont pensé ah 45 MP c'est 45 mégas le poids de fichier. Donc non, ça n'a rien à voir. C'est bien 45 millions de pixels pour le capteur
Et ces 45 millions de pixels, si vous shootez en RAW, tout ce qu'il y a de plus défini à 45 millions, vous obtenez des fichiers qui pèsent à peu près 90 MO. Donc de mémoire, j'ai fait je crois une centaine de photos l'autre soir, j'avais 10 gigas de photos en RAW. Donc ça peut aller très très vite. Donc pensez aux cartes. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Alors ici, vous avez tout ce qui est connectivité. Alors connectivité en bas, HDMI. HDMI, vous pouvez alors non seulement sortir le retour d'écran ici sur les menus sur un écran externe, mais surtout le flux vidéo pour les vidéastes en 422 10 bits qui sort ici vers un enregistreur externe. Vous avez la connexion USB si vous voulez relier votre boîtier à l'ordinateur par exemple en USB. Honnêtement, si c'est pour vider les cartes, sortez la carte, achetez un lecteur XQD, ça va être beaucoup plus performant parce que 90 MO par photo, vous n'avez pas fini en USB. Et ici, vous avez la prise micro et puis la prise casque, donc pour le micro pour l'entrée externe audio, bien évidemment, pour la vidéo. Et puis ici, le casque pour écouter ce que vous êtes en train de filmer. Quelques précisions justement sur les optiques, parce que 45 millions de pixels, on se dit c'est bien, maintenant il y a forcément une contrainte sur les optiques. C'était le cas avec 36 millions, c'est encore un peu plus le cas avec 45 millions. Nikon recommande fortement l'usage des optiques Nikon AFS et particulièrement de toutes les optiques qui ont le petit cercle doré. Alors on l'a pas sur les focales fixes, mais sur les zooms par exemple, je pense au 24-70, 70-200-2.8, voilà, toutes ces optiques-là, la liste a été publiée, elle existe, mais considérez que ce sont toutes les optiques AFS de ces dernières années, là, les optiques assez récentes, qui sont capables de restituer le niveau de détail qui est offert par les 45 millions de pixels du boîtier. Alors si vous ne voulez pas shooter à 45 millions, j'essaie de vous montrer ça. Qualité d'image, donc c'est de façon traditionnelle, est-ce que je veux du RAW plus JPEG ou pas, ou JPEG tout court, hein, vous voyez que je peux ici choisir absolument tout ce que je veux. Vous allez pouvoir ici déterminer la définition que vous voulez utiliser. Alors une particularité de ce D850, c'est que c'est un 45 millions de pixels, mais pas uniquement. Vous allez en effet pouvoir shooter en pleine définition à 45 millions de pixels, ou bien faire un RAW en moyenne définition ici et vous êtes à 25 millions de pixels, ou bien faire un RAW en petite définition, vous êtes à 11,4 millions. Alors c'est l'intérêt de ce boîtier-là, c'est que qui peut le plus, peut le moins. Vous achetez un 45 millions de pixels pour 45 millions, enfin, sinon réfléchissez avant. Maintenant, si vous n'avez pas toujours besoin des 45 millions pour certaines prises de vue par exemple, eh bien vous pouvez très bien décider de shooter à 25 millions. Et sachez que à 25 millions, vous avez l'utilisation entière du capteur et le boîtier, donc le firmware du boîtier, va reprendre toute l'information qui est donnée par le capteur pour fabriquer de façon logicielle une image, un RAW de 25 millions de pixels, donc équivalent à un capteur de 25 millions de pixels, mais sur la base des 45, et puis même chose pour le RAW S, qui est à 11,4. Donc ça va permettre de diminuer la définition, de diminuer le poids des fichiers en octets, accélérer le transfert, la sauvegarde, le transfert des photos, si vous n'avez pas besoin des 45 millions. Si vous passez ici, où est-ce qu'il est, donc zone d'image, vous choisissez soit du FX, et là vous êtes en 24-36, 36-24, monsieur Nikon, vous auriez pu le mettre dans l'autre sens. Donc là, vous êtes en pleine définition. Soit vous passez en crop 1.2 et vous êtes en 30 par 20. Vous pouvez également choisir le crop DX. Notez que si vous utilisez une optique DX, le boîtier va automatiquement adapter le format d'image au DX puisqu'il a reconnu que c'était une optique DX. On a un autre crop qui est un crop au format 5 quarts. Et puis, nouveauté également, un crop 1.1, c'est-à-dire que vous pouvez faire des images carrées avec le D850. Quand vous êtes en FX, vous visez dans le viseur optique, hein, j'entends bien, vous visez et vous avez donc l'entièreté du viseur qui affiche la scène photographiée. Si vous passez ici en DX par exemple, eh bien vous allez voir, vous avez toujours le même viseur, c'est optique, hein, donc il ne va pas changer. Par contre, la zone DX au milieu reste éclairée, enfin elle reste telle qu'elle serait en FX,
et tout ce qui n'est pas couvert, donc tout ce qui est croppé, tout ce qui est coupé, eh bien s'assombrit légèrement. C'est comme si on avait mis un masque gris devant le viseur, et du coup vous voyez toujours l'ensemble du champ. Par contre, vous avez la zone centrale qui est la zone qui correspond vraiment au cadre que vous allez photographier, qui elle reste lumineuse normalement, et le reste est grisé. Et même chose, alors je fais le test en 1-1 par exemple, si je me mets en carré, eh bien dans mon viseur, j'ai un carré qui est très lumineux, c'est ma photo, et puis le reste sur le bord qui est grisé. C'est pas noir, c'est grisé, c'est-à-dire que c'est semi-transparent, vous voyez un petit peu le sujet à travers, c'est assez sympa parce qu'on voit le sujet arriver, par exemple, quand on est en carré, ça peut être pas mal. Menu prise de vue vidéo pour les vidéastes, donc tous les réglages de vidéo sont bien regroupés comme on l'a d'ailleurs hein, sur les derniers. Alors je voulais vous montrer le Live View également, vous voyez là je suis en cadrage carré justement. Alors le Live View tactile, donc qui va permettre de ici eh bien, faire le point, je prends mes bouquins derrière, donc faire le point et déclencher directement sur l'image. Vous pouvez également changer la zone de mise au point avec le pad de façon traditionnelle, ou bien ici avec le joystick. Autre différence majeure entre le D850 et le D810 et tous les autres boîtiers de la gamme, c'est l'apparition d'un obturateur électronique en visée Live View. Vous savez qu'un des principaux reproches que l'on fait au réflexe, c'est le bruit au déclenchement. Alors moi qui fais beaucoup de photos de spectacle, par exemple, eh bien c'est toujours un problème d'avoir ce bruit de miroir qui fait du bruit, surtout quand on fait énormément de photos. Et ça, c'est l'apanage des hybrides que de pouvoir déclencher une obturation électronique qui est silencieuse. Alors, sur les réflexes, on a le mode Q ou QC pour Quiet qui n'a de silencieux que le nom, puisqu'il fait autant de bruit que si on ne l'avait pas. Et Nikon a introduit sur ce D850 un nouvel obturateur électronique qui vient reprendre exactement le mode de fonctionnement des hybrides. Donc on va vraiment pouvoir faire des photos sans aucun bruit. Alors je vous le montre en visée Live View. Je vais prendre ici, voilà, je vais viser ce qui vient. Je n'ai pas fait de bruit volontairement, il a fait la mise au point quand j'ai appuyé, j'ai relâché le doigt, il a déclenché et la photo est faite. Et j'ai bien ma photo ici, vous n'avez absolument rien entendu. Donc ça, c'est vraiment zéro bruit, le silence absolu, donc ça, très bien. Alors, petit bémol quand même, c'est que je ne me vois pas trop utiliser ce mode de fonctionnement-là au théâtre ou en spectacle de danse quand j'ai du monde derrière parce que l'écran est visible et puis que, bon, franchement, on n'est pas aussi réactif à viser, appuyer ici sur l'écran qu'à viser de façon traditionnelle. Si vous faites de l'animalier, par exemple, et que le bruit du déclencheur vous embête parce que les animaux sont effrayés et ont tendance à partir, eh bien, visez en Live View, vous déclenchez en mode silencieux, obturation électronique, et ça va fonctionner très bien. Et comme il n'y a personne derrière, vous vous en moquez. Voilà donc ce que je voulais vous dire pour ce premier tour d'horizon du D850. Alors je vous passe dans la description de la vidéo les liens vers le test, la présentation détaillée, et puis tout ce qui va concerner ce boîtier et le site. Je vous invite à me retrouver sur le site nikonpassion.com pour avoir donc toutes les autres infos. On peut échanger ensemble via les commentaires sous les articles ou bien sous la vidéo. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. C'était un petit peu long, mais je pensais que ce boîtier méritait cette longue présentation. À très vite pour une prochaine vidéo.